Bonjour à toutes et à tous de Louisville, Kentucky, le cœur de la francophonie de nos imaginations. Nous sommes vos hôtes, Jim et Patrick. Ah oui, bien sûr. Nous parlons aussi français ici. Nous sommes parfois d'ici ou d'ailleurs. Et nous partageons la langue de Molière, de Senghor et de la vie en rose. Enfin, décontractez-vous chez nous et soyez le bienvenu au cœur de l'Amérique et que les bons récits commencent à rouler. Et bonjour Patrick. Bonjour Jim et bonne année. Bonne année, c'est dit ça avant que moi. Mais, Et bonne année à tout le monde, vous qui nous suivez. Bonne année à vous. Et on est ici avec un autre Louisianais. C'est grâce aux Louisianais que ils nous encouragent beaucoup et on a eu l'occasion de parler à pas mal de gars là, déjà. Et cette fois, c'est Talib Pierre-Auguste qui est avec nous. D'abord, Talib a le nom le plus cool de tous les gens qu'ils ont interviewé avec nous. Je pense certainement, oui. Talib, oui, certainement. Et Pierre-Auguste, voilà. C'est tout ça, ça se combine très bien. Et c'est un très jeune gars qui a commencé quand il était au lycée, même peut-être avant ça, à faire vraiment être actif en français et des créoles. C'est un créolophone qui est passionné pour sa culture et donc, on va plonger là, d'accord? Nous avons vraiment une bonne chance. Pourquoi? Parce que la Louisiane, c'est comme si c'était notre locomotive de la francophonie américaine. C'est vrai, c'est vrai. On a le Canada et on a le Québec, bien sûr. Mais aux États-Unis, c'est grâce à ce qu'ils font là-bas qui nous encourage beaucoup, n'est-ce pas? Oui, et avoir Talib aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de converser avec lui. D'accord. Et bienvenue, Talib. Merci vous autres de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'être ici avec vous autres. Merci. Bon, je serais trop excité et je vais monopoliser la conversation. Non, t'en fais pas. Patrick, tu vas commencer. Talib, comme Jim le signalait ici, tu as un nom vraiment, vraiment cool. Talib Pierre-Auguste. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont donné ces noms-là? Moi je connais pour mon papa parce que c'est vraiment mon papa qui a choisi mon prénom. Il a dit il me voulait avoir une signification. Il me donnait le nom Talib parce qu'il croyait que c'était un nom qui signifie éducation, qui signifie quelqu'un qui veut connaître plus. L'étudiant, oui, en arabe, c'est le Talib. Il avait raison! mais toi, tu es un gars, comme je dis, un jeune gars, tu as déjà eu une histoire dans cette affaire de la défense du français, des créoles, les choses, tu es bien engagé. Et tu as commencé avec le LA, comme Louisiane, la Créole Show. Et toi, tu rigoles là un peu parce que je crois que ça te fait rire ou bien sourire quand tu regardes les épisodes quand tu étais même plus jeune. Et j'ai même vu que tu animais ce show-là quand Télé Louisiane, c'était vraiment à cette première étape qui n'était pas bien connue à l'époque. Même Will, avant il a participé à un petit truc qu'on a fait ici en français, bien qu'il soit un plus grand succès. Et donc, je suivais ce que tu faisais là-bas. Et parle un petit peu de tes racines, quoi, comme comment tu es arrivé au point de vouloir animer un show et comment tu as fait connaissance de ces gens? Ça fait pour moi, pour commencer une émission, en réalité, c'était pendant la pandémie, c'était pendant COVID-19. Moi, j'étais au lycée et puis moi, j'avais une maîtresse d'école. J'oublie son nom. Son nom de famille, c'était Smith. Je rappelle ça, son nom de famille, c'était Smith, mais j'oublie son bon nom. Mais elle m'a dit, toi, tu connais pas les Français, toi, tu connais pas les créoles, tu connais qu'il y a un groupe de gens qui a préféré un tas de choses pour le créole et le français. Moi, j'étais comme non, ça c'est pas vrai. Le français et le créole, c'est juste parlé par les vieux, pas nous autres qui restent dans ces familles franco-créolophones. Et puis, elle m'a montré un petit vidéo de Télé Louisiane. Et en réalité, c'était Jordan Thibodeau et Will Megro dans la même vidéo.
Et après ça, c'est quand j'ai rencontré un homme, son nom était Radbois Farouche ou Jonathan Maillet. Et il m'a montré écrit créole. Et c'était comme ça que j'ai commencé l'émission La Créole Show. Et puis j'ai contacté Télé-Louisiane et puis j'étais plongé dans presque tout ça ici. On s'intéresse beaucoup à l'expérience franco-créolienne ici aux États-Unis. Mais parle-nous un peu, Talib, de la manière dont toi tu as grandi en tant que un Américain, bon en français on appelle ça Américain noir, qui vit dans ces différentes identités linguistiques, à la fois le créole, à la fois le français, à la fois l'anglais. Comment est-ce que tu as grandi? Ça fait, moi, j'ai grandi avec mes grands-parents et mes parents. Et moi, je crois que c'est la raison qu'en fait, je parle ces langues. Parce que, en réalité, ma grand-mère maternelle, elle avait des problèmes de la santé. Ça fait, elle était avec nous autres dans la maison presque tout le temps. Et elle parlait le créole. Elle parlait le créole avec ses amis. Elle parlait le créole avec ma maman. Et puis, et quand j'ai fait des choses mauvaises, elle m'a parlé en créole. Et puis, ma grand-mère paternelle, elle avait un petit règle et c'était défendu pour parler en anglais à la table parce que dans ma famille, du côté de mon papa, il y avait des monde qui parlaient pas du tout en anglais. Et nous aurons s'identifié comme des créoles. Mais, comme mon papa, il m'a dit, parce que mon papa, il a grandi dans la ségrégation et comme ma grand-mère et comme mes deux grand-mères, il m'a dit, il faut rappeler que toi, t'es noir. Avant tout, toi, tu es noir. Ça fait, et quand il y a des choses politiques et quand il y a des choses qui arrivent dans les États-Unis, faut rappeler que tu es noir, il faut rappeler que tu devrais faire des choses, même si tu parles notre langue, même si tu t'identifies différent, tu es noir. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, un noir, un américain noir, Oui. on connaît beaucoup de gens ici, même dans ma propre famille et choses. Tu fais partie de cette identité et tu es vu comme un noir. Et comme Patrick, qui est congolais, mais il est noir aussi. Mais en même temps, tu t'identifies un peu différemment. Et les gens qui sont noirs, parfois, ne connaissent même pas ça. Même, tu sais, en Louisiane, il y en a des gens qui vont savoir que ça existe, des choses. Mais comment ça marche quand tu quittes la Louisiane, où tu parles aux gens juste ordinaires? Et est-ce qu'ils connaissent ça? Est-ce qu'ils respectent ça? Est-ce qu'ils sont curieux? Ou comment on réagit à cet aspect de ton identité? Ils sont vraiment curieux, c'est ça moi je peux dire. Parce que quand j'ai quitté la Louisiane parce que j'ai enrôlé dans l'armée, j'ai enlisté dans l'armée, ça fait, moi j'avais dû aller à Fort Sill, Oklahoma, et puis Fort Huachuca, Arizona. Et là, j'ai rencontré un tas des autres Noirs, un tas des autres gens qui s'identifient comme Noirs. Et puis quand j'ai dit, oh ouais, moi je suis créole, je deviens de la Louisiane et tout ça, ça m'a demandé, mais qu'en fait, je m'identifie comme créole. Quoi, c'est un créole. Et puis, ils étaient vraiment curieux. Mais ça, moi, je peux dire que aussi, parce que mon papa, il m'a dit ça, et puis j'ai même vu ça sur des réseaux sociaux, mais aussi dans ma propre réalité en Louisiane, qu'il y a des mondes qui comprennent pas l'identité créole. Il y a des mondes qui croient que si tu t'identifies comme un créole, tu veux t'éloigner de la noircir. Et c'est pas ça. Est-ce que il y a de ceux-là qui, au-delà de croire que tu t'es écarté de la réalité noire américaine, est-ce qu'il y a de ceux-là qui pensent directement que tu dois être africain ou que tu dois être haïtien parce que seulement tu parles créole? Oui, oui, c'est vrai. Il y a un tas de monde qui croient ça. Parce que pour nous autres ici dans les États-Unis, c'est pas juste les Louisianais, les créoles louisianais. Il y a des Haïtiens qui restent à Miami, Boston, Massachusetts. Et puis, quand j'ai rencontré un tas des autres mondes, dont des Américains, ça croyait que j'étais haïtien. Et quand j'ai commencé par les créoles, ça croyait que j'étais haïtien. Parce que j'ai un nom comme Pierre Auguste, comme nom de famille, et puis mon nom Talib. Ça fait, à cause de tout ça, ça me voyait comme un haïtien. Oui, mais c'est intéressant, n'est-ce pas? Comme le plus que ça complique, bon, c'est compliqué, mais en même temps, c'est intéressant, n'est-ce pas? Et moi, je suis d'origine grecque. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis biracial. On me demandait même quand j'ai tout à fait rasé ma tête là que est-ce que je peux te demander
qui es-tu? C'est quoi? Tu es quoi? Il a une ethnicité confondue. Ouais. Et je me suis marié à un noir qui a confondu ça. Plus, je parle que français avec mes fils qui compliquent, comme tu dis, à table, là, chez vous, on parlait. Et donc, vous parlez français à tes enfants. Que mon fils dit quand il est parti à Atlanta pour l'école, il dit qu'il parle français. Ou bien sûr, tu parles français, ton père est français. Il dit, non, il est américain. Et donc, c'est intéressant, n'est-ce pas, Talib? Mais oui, c'est intéressant parce que moi, je croyais la même chose pour toi. Et, et aussi, quand on est tout petit, on a toujours cette tendance de vouloir faire partie de groupes dominants, n'est-ce pas? Peer pressure, comme on dirait en anglais. Mais plus et plus qu'on mûrit, on commence à reconnaître et apprécier les différences. Et moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Je suis grec orthodoxe. Vos parents veulent vous parler en grec, quelque chose. Je tout à fait boudé ça. Je ne voulais pas bien représenter ça à l'époque. Et maintenant, je les regrette parce que j'ai perdu une bonne partie de mon identité de jeunesse. Vas-y, Patrick. Oui, oui, Talib, la langue, c'est d'abord une façon où les sociétés, les humains, les personnes gardent leur connexion. Et bon, Jim et moi, nous sommes aussi enseignants. Et généralement, une langue est soutenue par des institutions. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'église, il y a des associations et d'autres structures qui soutiennent une langue. Maintenant, avec le créole, avec le français, évidemment l'anglais, c'est l'école et la société. Comment est-ce que, dans ton cas, le créole et les français ont été soutenus? Est-ce qu'ils ont été soutenus premièrement par la famille ou la société ou l'école? Quelles sont ces structures-là ou les institutions qui t'ont permis de soutenir le créole et le français? Donc, premièrement, le français et le créole se soutenus par la famille. Et après ça, il y a des institutions comme le Codefil. Et puis, mais en réalité, le créole, c'est pas vraiment soutenu. Et la raison pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que on n'a pas vraiment des organisations qui combattent pour le créole. Il y a Chamboing qui a été récemment créé, et puis il y a Créoling qui a été créé dans les années 1987, moi je crois. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment des institutions concrètes pour le créole. Mais pour le français, oui. On a le Codefil, on a des institutions dans ces écoles, dans ces universités comme UL et LSU. Mais même avec ça, on voit qu'il y a toujours des batailles, des débats entre les deux. Parce qu'il y a des mondes comme moi, et quand j'ai commencé dans tout ça ici, et quand j'ai plongé dans tout ça ici avec le mouvement francophone, créolophone, moi, j'ai détesté Codefil. Parce que moi, j'ai cru que Codefil faisait rien. Et puis, moi, j'ai changé mon idée, évidemment. Mais moi, je connais qu'il y a toujours le monde comme ça, qui pense comme ça, qui croit comme ça. Et c'est la raison qu'on fait Codefil et peut pas vraiment soutenir la langue française. Mais c'est intéressant. C'est une grande conversation, vraiment. Et on sait que, comme Patrick mentionne, quand tu dis que comme le créole et le français, il y a un certain accrochage, quoi. Mais même en français, parce qu'un des problèmes, c'est que il y a le français louisianais et puis il y a le français parisien ou quoi international. Et donc, au début, là, les gens pensaient qu'il fallait défendre notre propre français ici en Louisiane plutôt que de faire venir les étrangers qui parlent que le français international. Et donc, ça, c'est déjà une dynamique entre le francophone, quoi. Et puis, quand on ajoute le créole et le créolophone, ça complique les choses plus. Voilà ce que je dis aussi, que la complication, mais en même temps, ça donne ça me fait penser à vos plats chez vous, comme le jambalaya et les gumbo. C'est un mélange c'est chaotique, les ingrédients. Ouais. Et j'ai grandi dans un resto et je faisais la cuisine avec mon oncle.
Bob qui est grec, quoi, qui n'avait jamais fait l'école. Et on met un petit peu de ça là-dedans, mais bon, il était de méthode ancien, quoi. On ne mesure presque rien. Tu prends une petite poignée de ça et une petite poignée de ça. Et donc, c'est un peu les dynamiques, quoi. Yeah, oui, Talib, tu mentionnes comme toi et Jim, vous êtes en train de dire là qu'il y a des tensions, il y a eu des tensions, il y a encore des tensions entre les identités linguistiques, aussi les identités culturelles. Alors, entre ces tensions-là, selon toi, parce que tu es au milieu de ces tensions-là, tu es à la fois francophone, à la fois créolophone, à la fois anglophone. Comment est-ce que tu penses? Est-ce que ces tensions-là commencent à baisser un peu ou il y a maintenant de conversations entre ces identités linguistiques et culturelles où les choses sont en train de s'améliorer ou tu penses que ça ne s'améliore pas? Ouh, je dirais oui, ça a commencé à s'améliorer, mais en même temps, c'est toujours un débat. C'est toujours un débat, ça va continuer à être un débat ici en Louisiane, jusqu'on arrive à l'idée que oui, nous autres, si on veut promouvoir, si on veut sauvegarder nos Français, il faudrait collaborer. Parce en réalité, il y a des mondes qui se détestent. Par exemple, Télé-Louisiane et la Fondation Nous, et puis moi je peux continuer, moi je peux tirer à toutes les organisations qui se détestent. Et c'est la même chose avec des figures, avec des personnages dans le mouvement franco-créolophone. Euh, ça s'améliore, mais en même temps, c'est vraiment stagnant. Oui, c'est vrai. Et comme je dis que je suis étudiant de votre mouvement là-bas depuis longtemps, on a parlé de certains gens et j'étais là-bas. J'ai même passé, bon, pas beaucoup de temps, mais j'étais à Lafayette et Mamou, et pas partout là-bas. Donc, j'ai visité des lieux qui sont connus là-bas. Même, j'ai inscrit mon petit dans un programme d'immersion d'été à Vermilionville, un camp d'été. Et, mais en même temps, de point de vue de l'extérieur, Talib, ça c'est important pour toi et pour les autres qui nous écoutent, et j'en ai parlé plus profondément avec Joseph Dunn. Vous êtes spécial. Le Louisiane est spécial. Votre nourriture est spéciale. Votre langage est spécial. Votre danse est spéciale. Votre musique est spéciale. Et c'est différent. Les lois, les lois cadres de napoléoniques, etc. Et donc, mais ça, c'est les épices là qui font partie de votre gumbo là-bas. Et donc, est-ce qu'on aura des gens qui vont se battre? Mais même en Afrique du Sud, quoi, les Noirs, on croyait que si vis-à-vis les Blancs, on est ensemble comme un Noir contre un Blanc, mais dès que on soulève cette mur de séparation, on commence à se battre entre eux parce qu'ils sont jaloux, parce que toi, tu vas prendre le pouvoir maintenant. J'ai vu ça en Tunisie où j'ai fait mes recherches. Dès que les Français commencent à quitter, les qui commencent à se battre entre eux. Mais vous êtes en train, c'est une transition aussi, une bonne conscience de ce qui se passe là-bas chez vous. Les gars comme toi qui vont consacrer du temps à ça et un intérêt de l'extérieur qui viennent. On a un appétit pour aller parler aux Louisianais de tout, de partout, de TV5, de Radio-Canada, nous, c'est tout petit, mais et donc, je crois que ça, c'est bon. Et vous êtes en train plus et plus et plus de devenir juste Louisianais. Et je veux juste ajouter que c'est ça qui m'a attiré dès le départ. Quand j'écoutais ce que tu faisais là, et Will et Drake, les gens à Télé-Louisiane, des choses, je dis, mais il n'y a pas une vraie recette. Le niveau de parler français, toi, tu mélangeais le créole avec un autre gars qui parlait bien français, un autre gars qui ne parle pas trop bien français, mais tant pis. Et, mais pourquoi? Mais ça, c'est vous. Ça c'est vous, en pluriel, oui. Mais oui, parce que ça, moi, je peux dire, et quand j'ai grandi, le français et le créole, c'était vraiment mélangé en les deux. Et quand j'ai parlé avec quelqu'un qui sortit Cecilia ou qui sortit Arnaudville ou qui sortit des Onclusas, le monde ça parlait
un mélange entre les deux, un galémache de français et créole. Ça a mis une phrase ici et puis ça a mis une autre phrase là. Et c'était des différentes langues, mais on se comprenait. Et ça c'est comment j'étais élevé, ça fait quand je faisais des vidéos avec la Créole Show et tout ça, et je parlais avec des gens. Pour moi, j'ai connu que c'était vraiment un moyen pour valoriser la langue créole, si je mélange un peu le créole dans mon français, mais aussi juste pour montrer que oui, nous autres qui parlent français, qui parlent créole aujourd'hui, on parle comme ça ici. Ça fait si vous êtes décidé pour venir ici en Louisiane, vous allez attendre une qualité français comme ça. C'est une possibilité. Talib, c'est cette authenticité linguistique et culturelle qui attise ma curiosité. La vitalité d'une langue et d'une culture s'observe dans sa jeunesse. Et parle-nous un peu de la manière dont les jeunes franco-créolophones de la Louisiane sont en train de s'engager avec leur culture et leur langue. Parle-nous un peu de la manière dont ils sont en train de faire pour maintenir cette identité linguistique et culturelle. Moi, je connais pour un tas de jeunes qui après parler français, qui après apprendre le français ou le créole en Louisiane, ça veut vraiment trouver des moyens, des chemins pour soutenir presque toutes les choses qu'on fait dans le mouvement. Moi, je connais pour quelques amis à moi, par exemple Courtney Campo ou Will Daly et moi, je peux continuer avec une grande liste. Ça veut juste parler français avec quelqu'un. Ça fait peu eux autres un moyen pour maintenir le français, pour soutenir le français. C'est juste pour parler le français. C'est juste pour parler le français avec la famille, parler le français avec les amis. Mais il y a des gens qui après commencé des choses. Il y a des gens qui après joindre la télévision, qui après joindre la fondation nous. Et puis moi je connais aussi à LSU parce que je suis un étudiant à LSU Astor. Il y a des gens de club de LSU de cercle français. Et ça peut changer, ça veut changer l'université pour d'être franco-responsable. Ça fait les jeunes ici de la Louisiane. Pour eux autres, c'est vraiment comme, ouais, on veut vivre dans la francophonie, on veut vivre dans notre louisianophonie. Et puis, une autre chose que peut-être vous n'aurez pas vu, parce que moi je connais vous allez trop loin de nous autres, c'est des jeunes ça pas prêt identifié avec créole, ça pas prêt identifié avec Cajun. Pour un tas d'eux autres, peut-être eux autres n'ont pas des racines, Cajun ni créole, peut-être eux autres n'ont pas des relations, des connexions avec la culture, mais ça parle le français quand même. Et ça cuit le manger louisianais et tout ça. Ça fait pour eux autres. Parce que ça connaît, il y a un tas de tracas, il y a un tas de tensions dans nos communautés, des tensions raciales, des tensions linguistiques. Ça fait pour eux autres, ça pourrait commencer à identifier comme franco-louisianais ou juste louisianais. Oui, oui, il y a de l'immigration, oui, bien sûr. Il y a des touristes qui débarquent là-bas, nombreux. Et quand j'ai visité les lieux là-bas, et je vais retourner là-bas dans quelques mois aussi, mais quand j'ai visité les lieux là-bas, c'était avec les touristes que je parlais français souvent. Et donc, ça, c'est ce qui est bien, c'est quand on va au Québec, par exemple, bien sûr, il y a le Québécois, mais tu vas croiser les gens de partout au Québec. Surtout à Montréal, tu as des gens, des Haïtiens, les Algériens, les Marocains, les Béninois, les Ivoiriens. Et puis, tu as les anglophones qui parlent français aussi, comme moi, et les gens de l'Ontario, ou les gens qui ont grandi comme anglophones, qui sont parfaitement bilingues, qui ont fait les écoles anglaises là-bas. Et donc, chez vous, comme je dis, on est en train de creuser une certaine identité. Ce qu'on fait à nous, c'est une autre mission, quoi. Et c'est une mission qui est importante aussi parce qu'ils sont dans le plein centre de la Nouvelle-Orléans. On a besoin de connecter bien avec ces gens. Que ça soit le Louisiane ou en New York ou à Washington ou à Boston, on a besoin d'une institution comme ça. Et le rôle
s'entraident avec les autres rôles. Ce que tu fais avec le créole et la créolophonie, ça entraide. Donc, Joseph, quand on parlait à Joseph, qui est un grand combattant dans cette affaire, et il parle un peu de ça aussi, comme on a une lutte là, et je dis, mais Joseph, ça va, parce qu'il y a la génération qui vous avait précédé, la naissance des Codes de Fil, les Barry Ancelet et les gens de cette génération, ils ont commencé sur une autre plateforme. Et c'est sur leurs épaules que vous grimpez là et vous avez mis ça sur un autre niveau. Et sur vos épaules, ça va arriver même l'autre génération des petites maintenant qui parlent français là-bas. Vous n'avez pas ça vraiment avant ta naissance. Et donc, je dis c'est compliqué, mais en même temps, ça marche. C'est indéniable quoi, que ça marche. Juste pour ajouter un petit rien sur ce que Jim est en train de dire là. Moi, je pense que le fait qu'il y a tension, ça aussi, ça démontre, excusez-moi, qu'il y a une certaine vitalité. Il y a une certaine vitalité dans la créolophonie, il y a une vitalité dans la francophonie, il y a cette vitalité et qui te permet à toi et à d'autres jeunes de créer un certain mouvement et de maintenir. Oui, tu sais, vas-y, Talib. Oui, et pour moi, je crois que oui, tout ça c'est vrai, parce que pour nous autres, on voit avec ces tensions, on voit avec ces débats, on voit avec ces batailles, qu'une autre identité qu'a formée. Une autre identité autour des gens, à l'entour des gens qu'a formée. Parce que moi, même si je m'identifie comme créole louisianais, moi je veux identifier avec mes compatriotes, avec les personnes de ma génération. Et c'est ça vraiment. Oui, et tu deviens un leader de cette génération, n'est-ce pas? Tu as commencé jeune, tu es bien engagé. On va parler plus sur le créole et aussi de tes publications et choses, parce que ça, c'est déjà très intéressant. Dans le prochain épisode, pour le moment, en parlant d'une certaine intégrité, d'une certaine implication de jeunesse et choses, tu es jeune, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un qui a 30 ans est déjà jeune. Donc, ils ne sont pas aussi mieux que toi, d'accord, pour comprendre ça. C'est pour ça que tu dois te présenter comme un gars qui est un peu le leader, quoi, de ça. Mais l'Assemblée de la Louisiane, et toi, tu es le vice-président des langues, pour les langues. Et donc, ça, c'est quand on voit ce que l'initiative et ceux qui font partie de ça. Vraiment, ça c'est très, très intéressant. Et c'est à sa naissance. Parle un petit peu de tes impressions de ça. Ça fait l'Assemblée pour moi, c'est, comme vous aurez dit, c'est une nouvelle organisation et c'est vraiment dans son enfance. En ce moment, on a préféré des choses pour parler avec des politiciens qui soutiennent le français et le créole ici. Mais pour moi, avec le comité des langues, nous allons après trouver un moyen pour représenter toutes les langues de la Louisiane. Pas juste le français, pas juste le créole, mais aussi des langues des Amérindiens, aussi des langues, des autres langues d'héritage comme l'espagnol. Et pour moi, je crois que l'Assemblée va être une organisation qui va aider la Louisiane, mais en ce moment, on n'a même pas lancé nos memberships pour des autres pour joindre. Ça fait, moi, je peux pas vraiment parler un tas de ça. Non, mais je comprends, mais l'essentiel, c'est que ça existe maintenant. Même si c'est pas bien organisé, pour le moment, ça existe. Et aussi, le fait que le président français a fait une saut là-bas en Nouvelle-Orléans. La plupart des Américains, ils n'ont aucune idée de ce qu'il a fait après son truc à Washington et tout le brouhaha là-bas avec la Maison Blanche et choses. Et puis, il a fait un petit saut là-bas chez vous. Et donc, ça montre un intérêt énorme de la France, quoi, de la part de la France. Et donc, je dis que c'est
vous êtes au point de faire des changements là-bas, carrément. Quand j'ai dit au départ là, que pour nous, pour notre considération à nous, la Louisiane est un peu comme notre locomotive de la francophonie, de la créolophonie, de ses identités linguistiques. C'est aussi parce que vous êtes un épicentre des identités et vous êtes à mesure de chercher à exprimer ces identités-là. Et ça nous encourage un peu plus. Ça étonnerait les gens que quand moi je suis arrivé aux États-Unis, je suis originaire du Congo, maintenant citoyen américain. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait tant de personnes qui parlaient français ou qui étaient associées à la francophonie aux États-Unis. Et pour moi, c'est comme si je suis entré dans une boutique où il y a des bonbons et que je ne fais qu'ouvrir. Bon, ça c'est une bataille sur tous les fronts, quoi, chez vous, là. C'est-à-dire que à l'école, il faut que l'école enseigne le français. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans les programmes d'immersion. Est-ce que tu as fait l'immersion là par hasard? Jamais. Donc, ton français, ça provient certainement de ta famille, mais tu l'utilises, comme tu dis, n'est-ce pas? Il faut utiliser la langue, comme le créole maintenant. Tu essaies de l'utiliser, n'est-ce pas? Oui, moi je parle français et créole presque tous les jours. Je travaille en français parce que moi je vais travailler en français demain à l'habitation Laura. Et puis, pourquoi tu travailles en français? ça fait la raison qu'en fait je travaille en français, c'est parce que pour vraiment avoir une langue, pour dire que c'est ma langue, moi je veux user ma langue dans le secteur économique. Et comment tu l'utilises, comme tu dis que demain, qu'est-ce que tu vas faire demain? Je suis un guide touristique à l'habitation Laura. Il y aura des visiteurs. Oui, avec Joseph Dan, il y aura des visiteurs français. Non, mais c'est bien. J'ai visité Laura Plantation il y a très longtemps et j'étais avec ma femme et elle a fait le truc en anglais et il y avait une tour en français, donc on s'est séparés. Ça fait longtemps qu'on était là, il y a 15 ans, même avant l'arrivée de Joseph là-bas. Mais ça c'est bien, ça c'est bien et c'est important que tu renforces le français en même temps que le créole et tu te bats surtout pour le créole parce que tu es une minorité. Certainement, le français, ça va trouver ses propres moyens. Le créole, il faut que tu sois un peu plus, je sais pas quoi, je connais pas le mot que je cherche, stratégique peut-être. Ouais, tu es certainement en train de faire le pont pour la conversation qui va suivre ici. Oui, c'est ça, sur le créole. Bon, Talib, on peut parler même toute un après-midi, toute une soirée sur des choses comme ça, mais on continue la conversation sur notre prochain épisode. Et donc, on te remercie beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Talib, merci beaucoup et nous t'encourageons dans tes efforts. Merci vous autres. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.